Alors, bonsoir à tous et à toutes. Le Bureau des diplômés de l'UQAM, en collaboration avec le Conseil de diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation, est fier de vous présenter la 3e édition de la série Parlons d'éducation. Je me présente, Martin Duquette, directeur général adjoint au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, et j'ai l'immense plaisir d'animer cette série d'entrevues avec des experts diplômés en éducation. Le webinaire d'aujourd'hui a pour thématique comment réduire les barrières à l'implication des parents de milieux défavorisés dans l'éducation préscolaire de leurs enfants. Pour nous parler de ce sujet, il me fait plaisir de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, Mme Julie Poisson, qui est professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM. Ses travaux de recherche s'inscrivent dans la perspective du parcours de vie et de la santé développementale et visent la réduction des inégalités sociales dès le plus jeune âge. Bonjour, Mme Poisson. Bonjour, merci de me bien. recevoir. Très heureux de vous accueillir. Alors, j'en profite, je rappelle aux participants que vous avez l'occasion de poser des questions ou commentaires par le biais du clavardage. Nous prendrons quelques minutes au cours de l'entretien pour répondre aux différentes questions. Alors, écoutez, sujet fort pertinent, fort intéressant qui, je suis assuré, suscite la curiosité. J'y vais d'une première question. Alors, pourriez-vous nous parler de l'état de développement des enfants au moment d'entrer en maternelle 5 ans au Québec? Oui, merci de me permettre d'introduire ce sujet-là. Pour moi, c'est très important. Depuis 2012, dans le fond, au Québec, on a la chance d'avoir eu une enquête qui est de type recensement, c'est-à-dire que presque tous les enfants qui sont à la maternelle 5 ans du Québec sont évalués par un instrument de mesure qui regarde, dans le fond, le développement global des enfants dans 5 domaines. Et c'est une enquête qui est reprise aux 5 ans. Donc, en 2012, on a eu une première enquête comme celle-là en 2017 et il y en a une prochaine qui s'en vient aussi, qui va avoir lieu là, en février dans le milieu scolaire de maternelle 5 ans. Ce que cette enquête-là nous révèle, c'est qu'il y a quand même un enfant sur 4, donc à peu près 28 des enfants, qui présentent une vulnérabilité dans un domaine de développement au moment en maternelle 5 ans. C'est quand même important comme proportion. On aimerait que tous nos enfants aient un bon départ au niveau scolaire. Ce qui est préoccupant aussi, c'est qu'on voit que dans les ménages à faible revenu, on est plutôt autour du 41 puis les plus défavorisés, disons, là, et quand on regarde à l'inverse, l'autre bout du spectre, dans le fond, nos enfants qui vivent dans des familles très favorisées, on est autour de 23. Donc, vraiment, quand on regarde la proportion d'enfants qui présentent une vulnérabilité à la maternelle, on voit qu'elle se situe davantage dans les milieux défavorisés. Donc, cette question-là est importante à regarder aussi parce qu'on sait par d'autres études que les meilleurs prédicteurs de la réussite éducative, c'est les habiletés en mathématiques, en lecture, la capacité d'attention au moment de commencer l'école. On sait aussi que grâce à l'ELDEC, là, où on a suivi des enfants de façon longitudinale, donc sur plusieurs années, on sait que les enfants qui étaient vulnérables à la maternelle, il y en a 46 donc à peu près la moitié qui sont toujours vulnérables, disons, dans leur développement en 4e année et en 6e année. Donc, c'est quand même un bon indicateur qu'il faut faire quelque chose là, pour soutenir nos enfants, autant en amont, donc dès leur naissance, mais aussi particulièrement là, au moment d'entrer à la maternelle pour s'occuper de ces enfants-là. Donc, avec ces données-là qui sont disponibles depuis 2012, qui ont été aussi réaffirmées en 2017, on a vu apparaître dans plusieurs grands cadres structurants des politiques publiques aussi l'objectif de réduire à 20 la proportion d'enfants vulnérables.
Donc, on voit cet indicateur-là dans la politique de réussite éducative qui met l'accent sur agir tôt, de façon continue et concertée. On voit ça aussi dans la politique gouvernementale de prévention en santé qui rassemble là, plein de ministères qui se sont aussi donnés comme objectif d'atteindre, de réduire à 20 ou d'augmenter la proportion d'enfants avec tout le développement qui est nécessaire à 80 à peu près. Donc, on peut voir ça des deux côtés, mais Oui. il y a aussi la stratégie 0-8 ans qui nous met l'emphase sur l'importance de se mobiliser entre acteurs de l'éducation, de la famille, de la santé et des services sociaux autour de l'enfant. Et donc, on sait que c'est grâce à cette action concertée-là de plusieurs ministères, de plusieurs organisations, mais aussi de la collaboration école-famille, qu'on va arriver à ce que nos enfants aient un bon départ dans la vie. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que une des stratégies pour vraiment soutenir un bon départ dans la vie, là, ce sont des activités de prévention qui incluent les parents aussi, donc, et la communauté. Donc, vraiment, le concept de école, famille, communauté est important. Et on sait que ce concept-là, c'est vraiment au tout début du parcours scolaire, donc en préscolaire, qu'on peut vraiment l'influencer. C'est au préscolaire que les parents sont le plus impliqués là, quand on regarde l'ensemble du parcours. Et que si on est capable de démarrer une bonne collaboration avec les familles, on va être capable aussi de maintenir cette collaboration-là le plus possible là, au cours du cheminement scolaire. Donc, c'est pour cette raison-là que le programme cycle préscolaire 4 ans, 5 ans a vraiment mis l'emphase, je pense, sur la collaboration école-famille, communauté, pour inclure justement, dès le départ, là, à 4 ans, les parents dans la réussite des élèves. Et c'est pour ça qu'on a mis de l'avant un volet, qui est un volet dédié spécifiquement aux parents et à la collaboration école-famille. Très intéressant. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler justement de ce volet, nous le décrire un peu, le volet parents des maternelles 4 ans? Oui, donc dans le programme cycle de l'éducation préscolaire, on vise, dans le fond, autant à favoriser le développement global des enfants. On a intégré aussi des stratégies de prévention, prévention universelle, prévention ciblée, pour s'assurer que nos enfants aient un bon départ. Mais on a aussi mis l'accent sur l'importance de la collaboration école-famille-communauté, comme je le disais plus tôt. Et on a inscrit, dans le fond, dans le volet parents, 3 grands principes directeurs. C'est-à-dire que d'abord, de reconnaître que les parents font le mieux qu'ils peuvent pour soutenir le développement de leurs enfants. Ensuite, que c'est important d'avoir une approche collaborative avec les familles et l'ensemble des acteurs qui se soucient du développement de l'enfant. J'en parlais tantôt, les différents ministères, les différents organismes, les organismes communautaires aussi, qui sont très importants autour des familles. Mais un troisième principe qui dit qu'on doit planifier et organiser des activités stimulantes, significatives et participatives pour soutenir les familles dans leur implication auprès de l'enfant et auprès de l'école. Et dans ce volet-là, on a prévu 10 activités qui sont réparties en fait de septembre à juin, qui sont organisées en fonction des besoins des familles qu'on dessert dans notre milieu scolaire et de leur disponibilité, qui se déroulent dans les locaux accueillants à l'école, mais vraiment qui ont comme fonction de créer des liens avec l'école, d'ouvrir l'école aux familles. Et donc, les écoles sont assez libres pour déterminer les contenus de ces rencontres-là, mais généralement, ce qu'on voit, c'est des activités parents-enfants, par exemple, ou ça peut même être des sorties à la bibliothèque, ça peut être des conférences sur des thèmes particuliers, la discipline, ou vraiment pour c'est ça, essayer de consolider la collaboration école-famille-communauté.
Donc nous, dans le projet de recherche dont je vais vous parler dans quelques minutes, on s'est vraiment intéressé à ce volet-là. Est-ce que l'organisation des activités est une bonne stratégie pour rejoindre les familles? Est-ce que toutes les familles y participent? Est-ce qu'il y a des barrières à la participation à ces activités-là? On a voulu regarder dans le fond parce que souvent, en tout cas la maternelle 4 ans qui était à l'époque, avant que ça devienne universel, une mesure universelle, implantée dans les milieux plus défavorisés, donc les milieux 8, 9 et 10. C'était beaucoup une stratégie qui visait à réduire les inégalités en éducation, hein? Donc à donner une chance d'un bon départ à tous les enfants, surtout les enfants qui ne fréquentaient pas nécessairement de services de garde, éducatifs de garde, par exemple. Mais est-ce que l'idée d'organiser des activités spécifiques permet vraiment là, de rejoindre les familles? C'est ce qu'on a voulu documenter. Là. D'abord, les barrières que les familles nous rapportaient. Et après ça, les stratégies qui étaient déployées par le milieu scolaire pour essayer de les amoindrir. Est-ce que, justement, vous nous parlez des barrières? Est-ce que vous pourriez en fait, parlez-nous un peu des barrières que vous avez identifiées là, dans vos différentes recherches? Oui, quand on regarde de façon générale la littérature scientifique, là, on le sait qu'il y a des grandes variations hein, entre les parents sur leur implication qu'ils peuvent avoir à l'école. Le quand, le comment, le pourquoi ils s'impliquent, ça varie beaucoup. Ceci dit, on sait aussi que de façon générale, les parents participent assez peu à ce genre d'activité qui est offert en milieu scolaire. C'était surtout des études américaines qui nous rapportaient ça. Donc, on a essayé de regarder, là, c'est quoi les grands modèles de barrières classiques, là, même si ce n'est pas juste au préscolaire, qu'est-ce que ça peut être? Les barrières, puis on a trouvé un modèle de barrière qui parle de 4 grandes catégories de barrières. C'est sûr que c'était surtout pour le primaire et le secondaire, mais c'était par exemple des barrières qui étaient liées à l'enfant. Est-ce que l'enfant a des difficultés de comportement? Est-ce que l'enfant a des difficultés d'apprentissage? Des fois, ça peut nuire à l'implication des parents à l'école. Ça peut être aussi des barrières qui sont liées aux parents et aux familles comme telles. Hein? Comment ils perçoivent leur implication à l'école? Est-ce qu'ils se sentent bienvenus aussi à l'école? Des fois, c'est les contextes de vie, hein, d'adversité dans lesquels souvent ces familles-là sont confrontées et ont toutes sortes de préoccupations, de défis qui font qu'ils sont peut-être moins disponibles aussi pour participer à l'école. Il y a des barrières aussi, une autre catégorie de barrières, c'est les barrières qui sont liées à la relation parent-enseignant. Des fois, il y a des différences, des divergences de buts, d'opinions, d'attitudes, de langage qui peuvent créer une barrière à l'implication à l'école. Puis, la dernière catégorie de barrières, en fait, c'était des enjeux plus sociaux, hein, politiques, les ressources financières, mettons, le roulement de personnel, les enjeux de conciliation travail-famille qui sont vrais pour les familles et qui sont vrais aussi pour les enseignants, peuvent avoir aussi causé des obstacles. Donc, nous, on est parti de ce modèle-là, qui était plus pour les barrières du primaire et du secondaire. On a regardé comment ils se traduisaient dans le milieu préscolaire et particulièrement avec les familles qui nous préoccupent le plus, dans le fond, c'est celles qui cumulent hein, des contextes de vie qui sont difficiles parce qu'ils vivent dans les milieux défavorisés principalement. Donc, on a voulu donner la parole à 25 familles, 25, c'est principalement des mamans, qui vivent dans des milieux défavorisés et dont leurs enfants fréquentent la maternelle 4 ans. Et on a pris ces familles-là parmi, dans le fond, on a suivi là, une centaine de parents, puis on a regardé à quelles activités ils avaient participé au cours de l'année. Puis on a pris celles qui avaient le moins participé. Donc, les familles qu'on a interrogées, nous, ils ont participé à aucune, une ou deux ou trois activités offertes sur les 10 fameuses activités.
Puis on a aussi interrogé, dans le fond, les enseignantes, 17 enseignantes de ces classes-là, dans 5 commissions scolaires dans les environs de Montréal. Là, je ne peux pas les nommer, mais autour de Montréal. Dans le Grand Montréal, c'est bon. Dans le très, très Grand Montréal, là, tu sais, mettons, là, jusqu'à 1 heure à gauche, à droite, là. Pour voir un peu là, quelles étaient les barrières à la participation. Ce qu'on constate, c'est que, bien, on pouvait s'y attendre, mais vraiment, les parents cumulent plusieurs barrières au fait de pouvoir aller là, aux fameuses 10 rencontres. La grande majorité, 92% ont plus de 2 barrières. Puis on voit vraiment là, qu'on a 40% de nos parents qui ont de 5 à 7 barrières là, qui peuvent identifier, là, que ce soit le gardiennage, le transport, le fait qu'ils n'ont pas des bons souvenirs de l'école, qui ne se sentent pas bienvenus, qui ont des enjeux de santé physique, des enjeux de santé mentale, qui vivent la violence conjugale. Il y a vraiment une multitude de barrières qui peuvent être nommées, mais quand on les classifie, là, comme quand on fait de la recherche, bien, on a trouvé quand même qu'il y a une bonne proportion de parents qui avaient plusieurs barrières. Les principales barrières, en fait, qu'on constate, c'est vraiment la conciliation des obligations liées au travail, à la famille puis à la vie personnelle qui pose problème. Parce qu'il faut savoir que les activités qui sont organisées pour les parents sont parfois prévues le soir, mais parfois aussi sont prévues l'après-midi ou le matin. Ça peut arriver aussi. Donc, le fait que l'horaire ne soit pas toujours facile pour des gens qui travaillent, parce que dans mon échantillon, là, j'avais presque 65% des familles qui travaillaient, qui avaient un emploi, soit à temps partiel, temps plein, ou qui travaillaient comme travailleurs autonomes, ça ajoute de la complexité. Donc, en plus, bien, souvent aussi, c'est que ces activités-là sont organisées pour favoriser le lien aussi parents-enfants et enseignantes. Donc, les autres enfants de la famille ne sont pas toujours bienvenus aux activités. Donc, pour certaines familles, ce n'était pas possible de faire garder les autres enfants, là, ou en tout cas, c'était difficile. Il y avait de la difficulté aussi à gérer toutes les obligations qui pouvaient être par rapport au sport des enfants ou leurs obligations dans d'autres classes, les autres demandes de participation. Donc, ça faisait parfois de la confusion. Une autre barrière aussi qu'on a vue abondamment, c'est le manque d'informations sur les attentes de l'école. Tu sais, à quoi ça sert, ça, les rencontres de parents? Qu'est-ce qui est attendu aussi du parent face à ces rencontres-là quand ça a lieu l'après-midi? Tu sais, il y avait aussi des enjeux de communication. C'était pas toujours facile d'avoir de l'information sur qu'est-ce qui se passait à l'école. Donc, c'est pas toujours facile non plus de s'impliquer ou d'aller à des activités. Les attentes, je vais prendre un petit peu d'eau. Oui, il n'y a pas de problème. Les attentes aussi par rapport ce qui est attendu de l'enfant par l'enseignante, ce qui est attendu du parent aussi, des fois, ça pouvait créer des sources de tension. Des fois, les parents avaient l'impression qu'on attendait beaucoup des enfants qui soient déjà très autonomes, mais on parle d'enfants de 4 ans, là. Donc ça créait une tension, puis ça pouvait constituer une barrière pour certaines familles. Je l'ai dit tantôt aussi, toutes les difficultés là, de nature plus personnelle, là, les enjeux de santé physique, les enjeux de santé mentale, la toxicomanie, par exemple. Les mères, les participantes, parents nous rapportaient que ça pouvait causer un obstacle et les enseignantes aussi nous disaient que c'était un obstacle pour certaines familles à la participation. Le dernier grand bloc de barrières qu'on a constaté, qui était commune, là, qui était partagée autant par les enseignantes que par les parents, c'est au niveau des activités elles-mêmes. Mais des fois, les parents nous disaient que ce n'était pas des activités intéressantes ou l'activité qui était proposée, c'était le format qui ne convenait pas.
des fois aussi, ils trouvaient que 10 activités, c'était beaucoup, beaucoup trop. Puis que ça pouvait ne pas convenir là, aux horaires des familles. Ceci dit, on a vu aussi, on a remarqué, en tout cas dans les entrevues qu'on a menées, qu'il y avait aussi des divergences d'opinion sur les barrières. En tout cas, on ne relève pas les mêmes barrières du côté des parents que du côté des enseignants. Puis ça, d'un point de vue de chercheur, c'est quand même préoccupant parce qu'on s'attend que l'école mette des stratégies en œuvre pour réduire les barrières d'accès. Mais si les parents nous disent qu'il y a des barrières que les enseignants nomment pas ou que les enseignants voient des choses que les parents ne semblent pas non plus nommer, bien, il faut quand même être vigilant là, pour ces aspects-là. Puis, une des barrières qui nous a marqué aussi beaucoup comme chercheurs, c'est de savoir qu'il y a environ 1/5 des parents qui ne se sentaient pas bienvenus à l'école. Pour eux, il y avait il y avait un double discours. Alors, on a un petit échantillon, là, mais quand même, il faut se préoccuper de ça. Qu'il y a selon une maman, il y a un bel effort d'ouverture au niveau des intentions. Mais quand on regarde au niveau pratico-pratique, bien, comment ça se matérialise? On n'a pas le droit de passer la porte après la secrétaire. On doit laisser notre enfant là, même s'il est malade, même si on aimerait parler. Les parents ils comprenaient les enjeux de sécurité, mais ils trouvaient quand même qu'il y avait parfois un double discours. Vous êtes bienvenus, mais restez à la porte. Puis moi, mon étude, dans le fond, s'est faite avant la pandémie. Elle a dû être interrompue aussi pendant la pandémie. Fait imaginez pendant la pandémie où on avait des stops quasiment dans le cours d'école, comment cette perception-là de se sentir bienvenue à l'école, en tout cas, pouvait nuire. Puis une autre barrière préoccupante aussi, en tout cas, que les parents nous ont rapporté, c'est qu'ils se sentent parfois blâmés pour les comportements des enfants ou pour leurs difficultés d'apprentissage. Et ça aussi, ils nous ont dit que ça nuisait au fait d'avoir envie d'aller vers l'école. Les enseignants, elles, nous ont dit qu'une des barrières qui est constatée, c'est qu'il y avait l'impression que les parents, parce qu'on parlait d'enfants de 4 ans, ne voyaient pas la nécessité de s'impliquer. D'après les enseignantes, là, la maternelle 4 ans, pour ces parents-là, c'est juste un autre service de garde, un autre type de service de garde. Donc, pourquoi l'implication est nécessaire? Ça, les enseignants voyaient que, en tout cas, 1/3 des enseignants nous ont parlé de cette barrière-là, selon elles. Il y en a d'autres qui nous ont parlé du faible niveau d'éducation des parents, que ça pouvait être une barrière aussi. Comme ils ne sont pas allés loin à l'école, peut-être qu'ils se sentent moins bien dans des formules de groupe où ils doivent prendre la parole, où ils doivent collaborer. Il y a d'autres enseignantes qui nous ont dit aussi que la faible implication des parents en général dans la vie de l'enfant. Donc, ça ne serait pas juste à l'école que ces parents-là s'impliqueraient peu, ils s'impliqueraient peu aussi à la maison, ce qui pourrait expliquer qu'ils ne sont pas présents. Puis pour certains enseignants aussi, c'est le déni des difficultés de l'enfant. Donc, on aime mieux pas savoir, donc on aime mieux pas aller à l'école pour pas savoir. Ça, c'est une autre barrière qui était nommée. Puis la dernière que je vais souligner, parce que c'est important, dans le fond, si on veut savoir quoi faire, c'est important de comprendre justement ces barrières-là. Pour les enseignantes, bien, l'organisation de ces ateliers constitue une surcharge de travail, une surcharge pour laquelle ils ne reçoivent généralement pas de rémunération. Et selon les enseignantes que moi j'ai rencontrées, ils ne reçoivent pas aussi peu d'aide logistique pour organiser ces activités-là. Pourtant, dans le programme, on dit bien que c'est une intervenante parent qui doit s'occuper d'organiser les rencontres puis soutenir l'enseignante, que l'enseignante doit être là, mais que c'est quand même l'intervenante parent. Mais moi, dans ceux que j'ai rencontrés, dans les enseignantes que j'ai rencontrées là, en 2020, c'était la responsabilité d'organiser ces activités-là revenait sur leurs épaules. Donc, on serait peut-être prêt
à parler des stratégies, si vous voulez. Oui, ben ça m'amène exactement à ça. Une fois qu'on s'est parlé des barrières, maintenant, on connaît les barrières, on connaît les limites, on voit il y a un aspect de communication, il y a un aspect de la peur du jugement, en tout cas, il y a plein d'aspects, vous les avez nommés de façon très exhaustive. Alors, ce serait quoi les stratégies? Quelles sont les stratégies qui ont été mises en œuvre pour favoriser la participation des familles? Parce que là, ça devient intéressant. Là, c'est des Oui, ben solutions. c'est ça, c'est ça. Je voulais qu'on ait Une un fois peu de qu'on a temps. nommé ce qui ne fonctionne pas, ben maintenant, c'est quoi les solutions? Moi, je dois dire que j'ai été vraiment impressionnée par l'effort mis par les enseignantes pour essayer de diminuer ces barrières-là. OK? On en a répertorié 50 stratégies là, que les enseignantes ont mis en œuvre, puis surtout une très grande diversité de stratégies pour essayer de, de- de diminuer les barrières à la participation. Donc, de manière générale, là, il y a plusieurs enseignantes qui nous ont dit qu'avant de penser qu'ils vont venir à des activités de groupe, il faut que la relation soit créée. Donc, tu sais, plusieurs nous ont dit qu'ils rencontraient les parents individuellement avant de les inviter. Donc, de d'abord créer une relation, hein, un à un, ou même en présence de l'enfant, et pour qu'après ça, ben, cette confiance-là qui est créée, dans le fond, avec l'enseignant, puisse aussi se transposer au groupe. Donc, ça, c'est vraiment une des stratégies qui est mise de l'avant. Puis, ils nous ont tous dit que ça prenait un accueil sans jugement des familles telles qu'elles le sont. Hein. C'est un principe mis de l'avant, hein, que les familles font de leur mieux. Quand on regarde les barrières, mais c'est sûr que des fois, on voit peut-être que cette accueil sans jugement est pas tout le temps parfait, mais en tout cas, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour que ça le soit, hein, que les parents se sentent bienvenus. Elles ont tous un souci aussi de bien choisir les activités. Hein? On a vu plutôt qu'une des barrières, les parents ne trouvaient pas ça tout le temps le fun ou tout le temps agréable. Pourtant, une des stratégies qui est mise de l'avant, c'est vraiment de s'asseoir avec les parents en début d'année puis de décider avec eux la programmation. En tout cas, ça, c'est quelques idées que quelques enseignantes nous ont parlé de cette stratégie-là. Parfois, même, elles invitent les directions d'école, puis elles invitent les autres professionnels de l'école à se joindre à cet échange-là pour vraiment, faire vraiment un croisement des savoirs et permettre que les activités qui sont proposées correspondent aux besoins. Elle s'assure aussi que l'horaire proposé, en tout cas, convient au plus grand nombre. Ça, c'est des stratégies qui sont intéressantes. Elle sollicite aussi beaucoup la collaboration du milieu communautaire, les bibliothèques, elles aimeraient que les acteurs de la santé soient présents aussi pour justement créer des liens là, plus larges avec la communauté, mais aussi pour que ça réponde vraiment aux besoins des familles. Elles ont toutes sortes de stratégies pour faciliter la conciliation travail-famille. Elles autorisent ou elles encouragent que ce soit des personnes significatives pour l'enfant qui participent, pas juste le père ou la mère si jamais ils sont occupés, mais aussi la grand-maman, le grand-papa, pour montrer dans le fond à l'enfant que la famille élargie se préoccupe du milieu scolaire. Elles permettent aussi aux autres enfants de la famille de participer. S'ils ne peuvent pas venir dans l'activité comme telle, ils essaient d'offrir un service de garde. On pense au transport aussi, de faciliter le transport pour certaines familles, qui peut être un obstacle. On pense à organiser des repas, des collations, pour favoriser en tout cas le fait que des fois les horaires sont un peu proches de l'heure du souper ou proches de l'heure du dodo des enfants. Mais une stratégie qui, moi, m'a touchée, c'est aussi que si, pour toutes sortes de raisons, les parents ne peuvent pas venir aux activités qui sont planifiées, bien, d'ouvrir aussi la classe à n'importe quel autre moment aux familles. Puis ça, je pense que pour nos familles, par exemple, qui ont des enjeux de santé physique ou de santé mentale, ou le fait des problèmes d'apprentissage, des difficultés relationnelles, bien, le fait d'être un à un avec l'enseignante et les enfants,
c'est peut-être plus facile que d'être en grand groupe avec les enfants, les parents, les éducatrices qui s'occupent des enfants, l'enseignante, l'intervenante parent. Donc, ça, je pense que ça n'était pas nommé par toutes comme stratégie, mais je pense que ça, c'était une stratégie qui vaut la peine d'être explorée pour certaines de nos familles. Puis elles envoyaient par toutes sortes de moyens de communication, là, des rappels de l'importance de venir aux rencontres, puis de ne pas oublier que la rencontre est jeudi soir, telle date. Donc, c'est sûr que d'un point de vue de chercheur, comme je vous disais, il y a quand même des barrières qui ont été nommées qui sont plus difficiles à contourner. Hein? L'impression d'être blâmé pour les difficultés de l'enfant ou de sentir qu'on était jugé. Le fait aussi que les parents, on a l'impression qu'ils ne s'impliquent pas à la maison, donc pourquoi ils s'impliqueraient? Donc peut-être que c'est normal qu'ils ne viennent pas. Tous les enjeux aussi par rapport à la santé mentale, santé physique, les troubles d'apprentissage, la violence conjugale aussi, qui ne sont pas propres au milieu défavorisé, mais qui sont des barrières qui sont présentes pour beaucoup de familles. Bien, qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en œuvre? Puis je pense que d'un point de vue organisationnel, ce n'est pas juste à l'enseignante que repose, dans le fond, la responsabilité de mettre des stratégies en œuvre. C'est à toute l'équipe école, mais c'est aussi à tout le système de la communauté, hein, de s'assurer que les besoins sont répondus. Puis je pense qu'à cet égard-là, le travail que peut faire l'agent de développement des premières transitions scolaires ou les agents de développement école, famille, communauté, c'est des gens qui sont importants à mettre dans la boucle parce que, oui, il y a des stratégies que les enseignantes peuvent faire elles-mêmes, là, tu sais, envoyer un petit rappel dans la boîte à lunch de l'enfant pour dire il y a une activité ce soir, mais pour une proportion de familles qui ne viendront pas, ben, ça ne changera rien. Hein? Ils ne viendront pas parce qu'ils ne se sentent pas bienvenus, mais ça ne changera rien. Fait qu'il faut aussi considérer, dans le fond, le cumul des barrières, puis d'avoir une approche, je pense, personnalisée auprès de chaque famille, puis de voir, tu sais, comment on pourrait faire pour quand même créer un lien, même si ce n'est pas à travers ces fameuses 10 activités-là au cours de l'année. Effectivement. Je résume en quelques mots le propos, l'importance. En fait, ça devient un incontournable de se parler de la relation école, famille, communauté. C'est ensemble, avec tous les acteurs, qu'on va y arriver. La tâche est quand même lourde quand on se donne le défi de faire réussir tous nos enfants, tous nos élèves. Ben, c'est exactement, on va y arriver quand on a tout le monde de notre bord. Puis, école, famille, communauté, ça prend tout son sens. Merci beaucoup pour les interventions de ce soir, pour le propos. La recherche, même si c'est un petit échantillonnage, je pense que ça traduit très bien la réalité sur le terrain. Alors, Madame Poisson, un immense merci d'avoir partagé avec nous votre passion ainsi que votre expertise sur le sujet. Très intéressant, puis je suis sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures des barrières, mais aussi des solutions, là, vous l'avez bien exprimé, là, des solutions pour que tout le monde y contribue. Alors, je vous remercie aussi, chers participants, participantes, pour votre présence virtuelle et je vous souhaite par le fait même de très joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver en 2022. Soyez prudents par la période des fêtes. Alors, un immense merci. Ça conclut notre webinaire Parlons d'éducation. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci.